Donc nous allons continuer à travailler sur la zone de chalandise, donc comme prévu au mois de janvier. Alors, donc dans le plan que je vous ai distribué, je vous rappelle un petit peu où on se situe. Donc on est toujours en train de travailler sur la clientèle. On a vu l'approche structurelle en début d'année avec notamment la segmentation des clients, avec les lois de Pareto, les lois de concentration pour pouvoir avoir des actions différentes suivant ces segments de clients. On a vu l'approche géographique de la clientèle, où est-ce qu'elle se situe cette clientèle, avec des zones primaires, secondaires, tertiaires, qui ont permis de déterminer voilà, la concentration du nombre de clients en fonction de l'espace géographique. Et vous avez créé des courbes isochrones ou isométriques en fonction du temps d'accès du client à votre unité commerciale, temps d'accès, ou en fonction du nombre de mètres ou de kilomètres d'accès à votre point de vente. On a essayé de repérer les points de vente des concurrents et de pouvoir les positionner sur cette zone de chalandise grâce à des outils de géomercatique, notamment OULAPS. Nous allons avoir maintenant l'approche économique de la clientèle, à savoir que cette zone de chalandise va nous permettre de déterminer le chiffre d'affaires, un chiffre d'affaires potentiel pour l'ouverture d'un futur point de vente, par exemple, ou d'un agrandissement, et de déterminer ainsi notre clientèle en termes de montant d'achat, de chiffre d'affaires. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais faire un petit rappel de l'approche géographique. Alors, petit rappel de l'approche géographique, qu'est-ce que vous devez bien connaître? Donc tout simplement, qu'est-ce qu'une zone de chalandise? Il faut pouvoir la définir et expliquer son intérêt. Donc bien retenir que la zone de chalandise d'une unité commerciale, c'est l'espace géographique au sein duquel se trouve la majorité de sa clientèle actuelle ou potentielle. C'est aussi l'espace géographique au sein duquel se trouve l'offre des concurrents, ainsi que l'environnement, l'ensemble de l'environnement auquel clients, unités commerciales, concurrents sont directement confrontés. Voilà, donc bien retenir par rapport à ce plan cette définition. Quelle est donc l'utilité, l'intérêt de cette zone de chalandise? 5 points. Premier point, mieux cibler sa communication. Vous savez que grâce à cette zone de chalandise, on va repérer les endroits où on peut distribuer des prospectus, notamment les fameux ISA, les imprimés sans adresse, qui sont encore extrêmement efficaces. On va pouvoir disposer des panneaux longue durée, directionnels sur les bonnes voies de communication, pour permettre une meilleure accessibilité à notre point de vente. Donc mieux cibler sa communication. Deuxième point, mieux assortir la gamme de produits de mon point de vente. Point très important, en fonction de la demande réelle et du profil de mon consommateur, eh bien, je vais adapter l'offre de mon point de vente en termes de largeur et de profondeur de gamme. Troisième point, évaluer la concurrence, c'est ce que nous sommes en train de faire. Quatrième point, donc c'est notre approche qui sera plus économique, on va calculer le chiffre d'affaires prévisionnel de mon unité commerciale dans ma zone de chalandise. Ce calcul du chiffre d'affaires prévisionnel va me permettre aussi de dimensionner la surface du magasin que je voudrais éventuellement ouvrir, soit adapter, soit transformer. Pour passer de l'un à l'autre, on verra, c'est assez simple, puisqu'il existe des ratios dans la profession, à savoir, on sait que le ratio, par exemple, d'une pharmacie au mètre carré est de tant de chiffre d'affaires. Le ratio d'un magasin de chaussures au mètre carré est de tant de chiffre d'affaires. Voilà, donc si on connaît le chiffre d'affaires prévisionnel, on pourra en déduire la surface du magasin qu'il nous faut pour atteindre ce chiffre d'affaires. Alors retenez bien par rapport à l'offre, donc le deuxième point ici, qui sera important notamment quand nous travaillerons la fiche C53, aménager un espace fonctionnel, tout ce qui concerne l'aménagement de l'espace de vente et attractif. Eh bien, le lien entre la zone de chalandise et l'offre, c'est tout simplement que l'on doit adapter son offre au profil de ses consommateurs. Et retenez bien que plus la zone de chalandise est vaste et plus l'unité commerciale peut viser une gamme étroite, à savoir effectivement qu'on peut se spécialiser si la zone de chalandise est très large. Ça veut dire qu'on a des consommateurs qui vont venir de loin pour quelque chose d'assez précis. Par contre, plus on aura une zone de chalandise réduite, c'est le cas généralement des magasins de proximité,
et plus l'unité commerciale devra surtout proposer une gamme large, pas forcément profonde mais large, pour attirer une clientèle suffisante. Voilà, si je vais à mon magasin de proximité, je veux trouver à la fois et du scotch et de l'alimentaire, etc. Pas forcément une gamme très profonde, de nombreuses références par produit, mais une gamme assez large pour subvenir rapidement à mes besoins. Voilà, donc retenez bien ce petit pavé en bleu là qui est important. Donc les facteurs qui influencent la fréquentation d'un point de vente, c'est sa localisation, on l'a vu, hein, la loi de Rey, je vous rappelle, à savoir que le consommateur aujourd'hui va dans ses critères de choix aller au plus proche de chez lui pour consommer. Hein. D'où l'accessibilité du point de vente doit être important. On a vu à quel point elle est liée à un certain nombre de critères, hein, les voies de communication, de circulation, etc. Et un deuxième point qui est important, c'est l'attractivité de notre point de vente, et cela, ça dépendra de l'offre. Plus l'offre sera impliquante et dynamique, plus nos consommateurs seront importants. Donc accessibilité, attractivité, deux facteurs qui influencent la fréquentation d'un point de vente. Ici, je vous ai remis un petit tableau. La source, vous voyez, c'est le Credoc, hein, donc ce fameux dans lequel vous pouvez trouver sur Internet beaucoup de documentation sur la consommation des ménages, sur le revenu, etc. Beaucoup d'études documentaires. Vous voyez que le premier critère de choix pour choisir un magasin où vous allez faire vos courses en alimentaire, le plus proche, en 2005, 38%, premier critère, reste le critère en 2012. Au cumulé, il reste à 56% entre le premier et le deuxième choix. Ce qui est intéressant de voir, c'est que il y a un critère qui augmente, qui passe à 5, position 5, c'est faire ses courses rapidement. Voilà, donc vous voyez, celui où il y a le moins de monde, le plus agréable, etc. Une petite enquête que pour ceux qui travaillent chez Franprix, Monoprix, pourraient éventuellement réutiliser dans une étude plus globale du comportement consommateur. Voilà, dans les facteurs qui influencent le point de vente, bien sûr l'offre des concurrents, leur prix, comment ils sont positionnés en termes de prix et d'offres. Et enfin, les besoins de la population, ce qu'on appelle le marché potentiel. Est-ce que sur notre zone, est-ce que nous avons des revenus aisés, des revenus qui sont plutôt faibles? Comment sont les coefficients budgétaires, c'est-à-dire l'argent alloué à l'alimentation, aux loisirs, etc. Voilà. Donc pour conclure, que la zone, l'approche géographique de la clientèle à travers la zone de chalandise est extrêmement importante. Donc les méthodes d'évaluation d'une zone de chalandise, petit récapitulatif, c'est ce que vous êtes en train de faire. On collecte des informations, soit sur Internet, par l'INSEE, soit par des moyens tout à fait pragmatiques de sortie de caisse, d'analyse de fichiers internes, de données internes à notre unité commerciale. On va les stocker dans un fichier Excel, on va les travailler, voilà, pour pouvoir les trier et faire bien des lois de concentration et savoir où est notre clientèle en termes de temps ou de kilomètres. 50% de notre clientèle dans la zone 1, 35% dans la zone 2 et 15% dans la zone 3. Voilà, donc OLAP nous a permis de travailler sur cette accessibilité de la clientèle et on verra un autre logiciel de géomercatique d'ici fin janvier qui nous permettra de travailler sur des données plus précises de la clientèle, vous verrez. Alors, deux indices à se rappeler. Voilà, deux indices importants. Ce qu'on appelle le taux de pénétration, qui est la zone de chalandise en nombre de clients. C'est ce qu'on a fait, une segmentation qui consiste à découper la zone de chalandise totale en fonction du niveau de concentration de la clientèle. Zone 1, 30% des clients les plus proches sont généralement les plus fidèles. Zone 2, 50% des clients, donc une influence encore assez importante du point de vente. Et puis zone 3, qui regroupe 80% des clients, mais c'est 20% des clients restants, et qui correspond généralement à une fréquentation de passage ou occasionnelle. Je vous rappelle que vous devez commenter votre zone de chalandise
ce type de commentaire ici peut tout à fait s'adapter à n'importe quel type de zone de chalandise. Alors, un deuxième indice très important que vous n'avez pas encore vu s'appelle le taux d'emprise que nous allons utiliser dans des TD. Donc le taux d'emprise, c'est la zone de chalandise d'un point de vue économique, donc en chiffre d'affaires. C'est une segmentation de la clientèle, mais qui consiste cette fois à raisonner en fonction du montant des achats par client. Voilà, donc ça vous devez bien noter, le taux d'emprise, c'est une segmentation qui consiste à raisonner en fonction du montant d'achat par client. On aura à nouveau une loi de concentration, 30% du chiffre d'affaires du point de vente dans une zone 1, 50% dans une zone 2 et 80% dans une zone 3. Voilà, donc on en rajoute 20 ici pour arriver à 50 et puis encore 20 ici pour arriver à 100%. Voilà, ça c'est un logiciel qui nous permettra de déterminer cela, le taux d'emprise. Voilà, donc deux indices à bien se rappeler, le taux de pénétration et le taux d'emprise. Le taux de pénétration, c'est le nombre de clients de notre unité commerciale qui réside dans notre zone sur le nombre total potentiel de clients dans la zone de chalandise. Donc là, il y a marqué nombre de ménages. En fait, ça correspond au nombre total de clients potentiels sur le nombre de clients de mon unité commerciale. Voilà. Nombre de clients de mon unité commerciale sur le nombre total de clients potentiels, eh bien, j'ai ce taux de pénétration en nombre de clients. Le taux d'emprise, c'est en termes de chiffre d'affaires. Le taux d'emprise, c'est le chiffre d'affaires généré par la clientèle, par ma clientèle qui réside sur la zone de chalandise, sur l'ensemble de toutes les dépenses commercialisables de la zone de chalandise pour les produits que je vends, pour l'ensemble des familles de produits que je vends. Et là, j'ai un taux d'emprise, c'est-à-dire je suis capable d'aller capter dans toutes les dépenses commercialisables un certain pourcentage, 10%, 20%, 30% de tout ce qui pourrait être commercialisable sur la zone de chalandise par rapport à mon offre de produits. Voilà. Donc un taux d'emprise, ici, c'est important donc de noter bien ces différences avec, souvent on relie zone 1 30, zone 2 50, zone 3 80. Voilà. Alors, pourquoi c'est intéressant de faire ça? Vous verrez que de toute façon en PDUC, vous aurez sûrement à le faire. En ACRC, vous pourrez, si ce n'est pas le calculer, du moins travailler dans les commentaires à cette confrontation donc, du potentiel de la zone et de la clientèle réelle. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir quelle est la clientèle potentielle de ma zone et quelle est la clientèle réelle qui vient acheter chez moi, ce qui permet évidemment d'analyser les améliorations à apporter au niveau de la communication, au niveau des prix, au niveau de l'offre et au niveau éventuellement de la distribution. Voilà, donc comment on peut avoir une action et améliorer si on a un taux d'emprise qui est faible finalement sur notre zone. À la fois un taux d'emprise et un taux de pénétration faible, eh bien, ça veut dire qu'on a des améliorations à apporter. Voilà, donc souvent on a CRC, PDUC. La zone primaire, c'est le taux d'emprise, un taux d'emprise élevé. On est généralement de 55 à 70% du chiffre d'affaires de mon UC. C'est le cœur de cible de l'UC. Dans la zone secondaire, on est de 20 à 25% du chiffre d'affaires. C'est une zone de concurrence importante. C'est souvent une clientèle plus instable. Donc là, on a la concurrence qui capte beaucoup les dépenses commercialisables. Et la zone tertiaire, généralement, elle est à moins de 20% du chiffre d'affaires de mon UC. Ce sont des zones de concurrence très importantes. Plus on s'éloigne du point de vente, et la clientèle devient aussi plus marginale. Voilà les chiffres souvent que l'on retient. Alors, c'est intéressant parce qu'en fonction de ces analyses, on va avoir deux stratégies possibles. Les deux stratégies possibles que vous pourriez mettre dans des recommandations. Par exemple, pour votre unité commerciale, c'est soit fidéliser, soit conquérir. Alors la fidélisation, c'est quoi? C'est intensifier la relation avec notre clientèle actuelle
et travailler sur notre fameuse segmentation avec des plans d'action, hein, des plans d'action différenciés en fonction du marketing mix, du produit, des prix, de la communication et de la distribution. Donc une opération de fidélisation en fonction de la segmentation de notre clientèle. On intensifie la relation. Deuxième stratégie possible, on part à la conquête de nouveaux clients. On veut en acquérir de nouveaux, on sait que c'est difficile, que ça coûte cher. Et là, on va souvent avoir une communication de masse plus indifférenciée pour essayer de conquérir de nouveaux clients. Voilà. Donc, l'approche économique de la clientèle va se réaliser de la façon suivante. Je vais, avant de finir cette première petite vidéo, donc je vais un petit peu expliquer quelques termes. Pour évaluer un chiffre d'affaires potentiel qu'une unité commerciale peut réaliser, on fait une analyse géographique. Ça, vous comprenez maintenant, zone de chalandise. On va calculer un marché potentiel théorique. Vous verrez à partir d'un certain nombre d'indicateurs, nombre de ménages, revenu moyen, coefficient budgétaire, IDC ou IRV. On va voir sur cette zone de chalandise s'il y a de l'évasion, c'est-à-dire des clients potentiels qui vont acheter en dehors de la zone de chalandise, alors que dans la zone de chalandise, il y a ce qu'il faut. Ça va nous permettre de calculer le marché potentiel réel, en prenant en compte donc l'évasion commerciale. Il faudra prendre en compte aussi le chiffre d'affaires des concurrents, c'est-à-dire leur taux d'emprise. Et en tenant compte du chiffre d'affaires des concurrents, on pourra calculer un chiffre d'affaires prévisionnel, qu'on appelle CAP, chiffre d'affaires prévisionnel. Et on pourra évaluer régulièrement ce taux d'emprise de notre unité commerciale et des concurrents et vérifier dans le temps si nos performances se réalisent ou pas, si nos objectifs d'amélioration se réalisent ou pas. Donc voilà un moyen finalement de vérifier si notre point de vente marche bien ou va mal. Voilà, donc l'approche économique de la clientèle, voilà les indicateurs dont vous aurez besoin. Donc, que je vous ai distribué en termes de photocopie. Alors je vais vous le commenter et puis ensuite j'irai sur Excel pour vous montrer comment on peut faire ce petit calcul. Alors, premier point, l'étude de l'analyse géographique de la zone. Alors, vous verrez dans le tableau que je vous ai laissé 2 points, à savoir, réécrivez bien, il faut dessiner notre zone de chalandise, courbe isochrone ou isométrique et repérer les points de vente de la concurrence. Voilà, je vais essayer de vous commenter ce tableau. Alors, comment commenter ce tableau? Vous voyez, ici, vous avez le marché potentiel théorique d'une zone de chalandise. Voilà. Ici, dans une zone, on a tout ce marché-là. Donc ici, en jaune, on a marqué, bien c'est hors de notre zone de chalandise, on a évidemment un marché aussi qui existe. Dans cette demande de notre zone de chalandise, eh bien, il va y avoir un certain nombre de clients qui vont partir acheter à l'extérieur de la zone, vont aller hors de la zone, on va appeler ça évasion hors zone. Il y aura un certain nombre de demandes qui seront satisfaites par les concurrents A, B, C ou D. Et il y aura éventuellement, c'est rare, mais une demande qui ne sera pas satisfaite de clients bien qui ont un budget pour acheter vos produits, ils ne vont pas acheter ailleurs, ils ne vont pas chez les concurrents. Pour le moment, ce sont des clients qui restent des clients potentiels. Donc, pour passer du marché potentiel théorique, si je déduis tout ce qui est ici en mauve, l'évasion hors zone, eh bien, j'aurai le marché potentiel réel qui est ici, hein, en vert. Donc, dans les concurrents, bien sûr, si je construis un point de vente, si je veux me lancer dans un commerce, il faut espérer ici qu'il y aura aussi le mien. Voilà. Donc on va voir, si je veux construire un point de vente, me lancer dans un point de vente, qu'est-ce que je peux faire pour calculer mon chiffre d'affaires potentiel? Eh bien, je vais essayer de déterminer si je ne peux pas satisfaire
la demande qui aujourd'hui capturait cette demande non satisfaite? Est-ce que je ne peux pas aller chercher en dehors de la zone des clients qui viendraient chez moi satisfaire leur demande? Est-ce que je ne peux pas essayer de capturer un peu ici, en fonction généralement d'études de marché et d'enquêtes, capturer un certain pourcentage du chiffre d'affaires de mes concurrents? Et puis, est-ce que je ne peux pas aussi faire en sorte que certains clients qui s'évadent eh bien, restent dans la zone, et auquel cas je peux peut-être aussi ici prétendre aller en chercher un peu. Donc vous voyez que notre chiffre d'affaires potentiel, il va être fait d'une capture consommation hors zone, d'une demande éventuellement non satisfaite, d'une reprise sur évasion, et puis d'une capture du chiffre d'affaires de pourcentage du chiffre d'affaires de certains concurrents. Voilà. Alors, dans votre petit tableau, vous allez essayer de remplir. Premièrement, calculer le marché potentiel théorique de la zone. Alors cela, on le fera dans une deuxième vidéo pour que que la vidéo ne soit pas trop longue pour télécharger sur YouTube. Voilà, à tout de suite pour la deuxième vidéo.